Bienvenue à cette connexion scolaire dans laquelle on va partager un bref rappel pour la matière la plus facile de toutes les matières au bac, c'est-à-dire le français, la littérature. Et comme je vous le dis souvent, ce que nous faisons nous en français, en terminale, c'est véritablement un cadeau pour tout le monde. Imaginez les gars, nous sommes de tous les cours, de toutes les disciplines, celui qui a 4 exercices, qui a 4 méthodologies. Le commentaire suivi, le commentaire composé, la dissertation et le résumé suivi de discussion. Mais là, Abdou Diop, si tu me dis que tu n'as pas des astuces pour l'un ou l'autre de ces méthodologies pour avoir un 15, là, je vais me fâcher contre toi. Parce que véritablement, la littérature, elle est facile, elle est accessible et elle a une centralité qui est l'humain. Et nous tous, nous sommes humains. Comme disait Terence, étant homme, rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger. Donc, il n'y a rien de compliqué dans la littérature. Et en classe de seconde, les profs avaient rompu avec l'approche que vous aviez en troisième, c'est-à-dire cette approche thématique. Vous avez appris à travers, par exemple, une sur l'anglette de Mariama Ba, qui pose la problématique de la polygamie, la problématique des castes, les relations entre belle-mère et bru, les problèmes sociaux, l'éducation des enfants. Par ailleurs aussi, Saint-Exupéry dans Vol de nuit, qui pose la problématique de la responsabilité. C'est ce qu'on appelle un thème, une approche thématique. Mais à partir maintenant de la seconde, vous rompez avec cette approche thématique. L'approche de la littérature se fait à travers, les gars, ce qu'on pourrait appeler les courants et les genres littéraires. Alors, je vous le marque, les courants et les genres littéraires. Et cette approche-là, elle commence avec la seconde, avec une date butoir. Vous partez, les gars, rappelez-vous, le professeur de seconde vous l'a dit. C'était en seconde, on est parti du XVIe siècle. Et du XVIe siècle, le prof vous a dit que le courant qui a dominé cette époque, c'est un courant qu'on a appelé l'humanisme. L'humanisme. Et cet humanisme est un courant de la Renaissance. Les gars, je vous l'ai dit, les mots ont un sens. Vous décomposez le mot Renaissance, vous avez le préfixe itératif re, qui est équivalent de fois deux, jouer, rejouer, manger, remanger, faire, refaire une deuxième fois. Donc, pourquoi on a appelé le XVIe siècle le siècle de la deuxième naissance? Bah, justement, parce que Rabelais dira que l'époque précédente qui est derrière, c'est-à-dire 15, 14, 13, renvoie à une certaine obscurité de l'humanité. Il appelle cette période-là la nuit noire d'ignorance. C'est dire que on a comme l'impression que l'histoire de l'humanité a commencé au XVIe siècle. C'est un choix fait. Parce que, bon, on l'a appelé le siècle de la Renaissance, parce qu'il a vu un certain nombre de découvertes qui ont permis d'avoir une nouvelle vision du monde. Voilà, et on nous parle par exemple de la découverte de l'Amérique, je n'aime pas trop ce mot. Voilà, on nous parle aussi de la théorie de l'héliocentrisme par Galilée. Ce n'est plus, par exemple, les étoiles qui tournent ou bien le soleil et les astres, mais la théorie de l'héliocentrisme établit comme quoi ce sont les planètes qui tournent autour du système solaire. Et maintenant aussi, le monde s'élargit. Les voyages, les conquêtes et les découvertes permettent de, comme dirait Montaigne, le monde occidental qui se croyait le centre du monde en découvre un autre. Comme dit Montaigne, notre monde vient d'en découvrir un autre. Et donc, cet humanisme et cette renaissance, illustrés par de grands écrivains comme, par exemple, Rabelais, François Rabelais, avec la saga des géants dont l'un des héros s'appelle même Pantagruel. Pantagruel. Et j'adore bien le nom de ce héros de Rabelais, Pantagruel. Dans le mot Pantagruel, on a le préfixe pan, qui signifie en français moderne tout. Voilà. Par exemple, le coronavirus était une pandémie. Monsieur Ismaël Lô dit qu'il n'est pas un musicien sénégalais, mais il est un musicien panafricaniste. Donc, le préfixe pan signifie tout. Donc, Pantagruel veut dire tout et soif. C'est quelqu'un qui a soif de tout. Et cette soif-là, ce n'est pas de l'eau qui l'étanche, mais c'est plutôt la connaissance et les savoirs. Pantagruel, soyez des Pantagruel. Soyez des âmes qui ont soif de connaissance et de savoir. Et vous verrez, par exemple, quand vous serez en première, quand, par exemple, Baudelaire, au 19e siècle, dira « enivrez-vous », il ne nous demande pas d'aller au bar. Nous, les professeurs, nous ne vous enseignons pas d'aller vous droguer, ni de boire de l'alcool. Mais enivrez-vous, c'est de connaissance, de savoir à votre guise, mais cherchez la connaissance.
Et vous pouvez le faire parce que vous en avez les capacités. Et comme le dit bien Descartes, le bon sens, il est l'apanage de tout le monde. Donc personne n'est nul, tout le monde est capable de comprendre tout ce qu'il veut. Donc les gars, je le disais, et ce siècle a été l'occasion de découvrir un genre littéraire. Ça a été le siècle des premiers courants littéraires qu'on a appelé la Pléiade. Et cette Pléiade, elle s'est exprimée à travers la poésie, avec de grands poètes, comme par exemple Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard. Ne me dites pas que vous n'avez pas étudié des poèmes comme Heureux qui comme Ulysse ou bien Mignonne, allons voir si la rose ce matin. Ça a été l'occasion même pour le professeur de vous initier aux techniques poétiques à travers ce cours qu'il appelle la versification. Vous apprendre ce que c'est une strophe, un ensemble de vers rimés, ce que c'est une rime, une homophonie ou la répétition d'un son à la fin des vers pris deux par deux, une strophe de 4 vers s'appelle quatrain, de 3 tercets, etc., etc. Toute cette terminologie globale qu'on appelle la versification. Donc, on peut dire que ça a été pour le poète de vous apprendre l'esthétique de la poésie, l'esthétique. Donc, ce terme est intéressant dans la mesure où même l'intitulé des cours, quand vous serez en terminale, va s'appeler l'esthétique des genres littéraires. Mais, continuons notre progression. En seconde, du 16e, logiquement, qu'on appelait l'humanisme, on est passé au 17e, que le professeur a appelé le classicisme. Voilà, l'époque classique ou le classicisme. Cette époque aussi s'est subdivisée en d'autres périodes, mais grosso modo, les profs n'insistent pas trop sur le barbe et la préciosité, parlant plutôt de l'époque classique. Et cette époque a vu de grands écrivains, comme par exemple, surtout, dramaturge. Un écrivain dramaturge, c'est un écrivain qui fait des pièces de théâtre. Voilà, ça a été l'époque des Corneille, des Racine et autres. Celui qui faisait les comédies, vous le connaissez, Molière. Voilà. Et donc, on peut dire que si la poésie a dominé le XVIe siècle avec la Pléiade, c'est le théâtre qui va dominer l'époque classique avec de grands dramaturges comme Corneille, comme Racine, comme au niveau de la comédie, par exemple, Molière. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Voilà. Et maintenant, ce théâtre s'est subdivisé en deux sous-genres. Un genre où l'on rit, on s'amuse avec une fin heureuse et qui se donne même comme devise castigade, ridendo mores, corriger les tares et les défauts de la société à travers le rire, c'est ce qu'on appelle la comédie. Et le maître de ce genre, c'est Molière. Par ailleurs, parallèlement à ça, il y a un genre qui s'inspire du passé, qui met en scène de grandes personnalités empruntées à l'histoire en proie à des aventures extrêmes où les passions peuvent aboutir même à des fins tragiques. C'est ça qu'on a appelé la tragédie. La tragédie. Donc, le théâtre du XVIIe siècle, de l'époque classique, s'est subdivisé en deux sous-genres. Un genre qu'on appelle la tragédie, voilà, et un autre genre qu'on appelle la comédie. C'est facile. Si aux informations, on nous dit, nous ne le souhaitons pas, accident tragique sur eux, ça veut dire que c'est un accident où malheureusement il y a eu perte en vie humaine. Donc, la tragédie va toujours avec une fin malheureuse, avec des morts, des crimes, des choses comme ça. La comédie, c'est véritablement le happy time, on passe du beau temps, on s'amuse, on rit, les méchants sont punis, les bons sont récompensés et les amoureux vont se marier et auront de beaux enfants. C'est ce qu'on appelle un happy end, une fin heureuse. Donc, ayant quitté les champs, le professeur progresse vers le 18e, qu'on a appelé prosaïquement le siècle des Lumières. Je le répète, les mots ont des sens, les gars. Le mot lumière est une métaphore ici. Il a un sens caché, c'est un transfert de sens. Métaphore veut dire voyage, transfert de sens. Ça ne veut pas dire que c'est le siècle où l'on a créé la lumière, ça se fera avec la révolution industrielle du 19e siècle, mais c'est une métaphore d'écrivains, philosophes, scientifiques qui ensemble vont se dire que à partir de notre génération, les lumières de l'esprit vont éclairer les ténèbres de l'ignorance. Ces écrivains, qui d'ailleurs ont inspiré la devise de l'université de Dakar, l'UCAD, Lux mea lex, la lumière est ma loi. Je suis intellectuel, tout ce qui n'est pas clair, je ne m'y engouffre pas. Et on retrouve en écho même ce credo dans une des parties de notre hymne national. Senghor dira dans son texte, dissipant les ténèbres,
soleil sur nos terreurs, soleil sur nos espoirs. Dissiper veut dire faire tomber. C'est ce que Diderot a dit. Il a dit, désormais, les lumières de l'esprit vont dissiper les ténèbres de l'ignorance. Donc, les indépendances, symbolisées par le soleil qui clarifie, vont faire tomber les peurs des Africains qui étaient colonisés, va amener de la lumière dans leurs espoirs, soleil sur nos espoirs. Donc, la métaphore qui a permis d'encadrer ce siècle, de le désigner, le siècle des Lumières, repose sur ce dessin, c'est-à-dire cet objectif qu'ils se sont fixés. Alors, il s'appelait Denis Diderot, il s'appelait Jean-Jacques Rousseau, vous le connaissez, l'auteur du contrat social, qui s'appelle Montesquieu avec l'esprit des lois, qui s'appelle Voltaire avec ses contes philosophiques, et d'Alembert, tous ces écrivains vont s'associer pour faire une production didactique dont la vocation est d'éveiller leurs contemporains, de lutter contre l'obscurantisme, de lutter contre le fanatisme, de lutter aussi contre, la royauté, la monarchie, pour établir les libertés, pour véritablement propulser l'humanité vers un ère nouvelle. Et même, il y a une autre chose qui est plaisante, ce siècle n'a pas trop vu de poètes. Ce qui a dominé dans ce siècle, c'est une écriture en prose. Parce que c'est tellement cohérent. Si vous voulez éveiller les gens, soyez précis, soyez simple. Et la meilleure façon, la plus simple pour un didacticien, celui qui apprend aux gens, qui veut être compris, c'est d'utiliser sujet, verbe et complément. Et même on dira à Diderot, mais monsieur Diderot, pourquoi dans votre siècle il n'y a pas eu de poète? Il a dit, pourquoi dire de manière si compliquée ce que la prose permet de dire clairement? Donc, dans cette vocation de clarifier, ils ont utilisé la prose pour être compris par le maximum d'individus possibles. Et ce combat va aboutir car on verra que cet éveil sera tel que l'Europe, la France particulièrement, va profiter de ces lumières et faire la première révolution française de 1789 qui verra la chute de la monarchie et la proclamation, par exemple, de la République dont la devise est liberté, égalité et fraternité, et encore la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était ça le programme de seconde. Vous passez, vous venez en classe suivante, le prof continue, car tout ça est sous-tendu par le principe de Lavoisier, à savoir, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On était arrêté au 18e. Logiquement, on continue avec le 19e donc. Ce 19e, que mon collègue d'histoire géo appelle le siècle de la révolution industrielle. Pour nous, c'est plutôt le siècle du courant du romantisme. Ce grand courant qui est né en Europe, précisément en Angleterre et en Allemagne, va irradier la France. On le voyait chez, par exemple, Shakespeare, tout comme aussi chez Goethe, avec les souffrances du jeune Werther, qui ont influencé la France par l'intermédiaire de Madame Staël. Ce courant qui met en avant vraiment le lyrisme, on appelle lyrisme la tendance à parler de ses propres sentiments, à voir le monde à travers sa propre sensibilité, va irradier toutes les productions littéraires du 19e siècle. Et quand je dis production littéraire, je pense à tous les genres littéraires, la poésie, le roman, le théâtre et toute autre forme. Donc, ce romantisme va s'exprimer à travers tous les genres. La poésie, avec Victor Hugo, Musset, Vigny, Lamartine, et maintenant le roman, toujours avec Victor Hugo, tout le monde connaît Notre-Dame de Paris, tout le monde connaît l'histoire de Jean Valjean, Les Misérables, mais aussi au théâtre, avec par exemple cette forme théâtrale qu'on a appelée le drame romantique, qui est un genre hybride né de la fusion entre la comédie et la tragédie. Quand en terminale, vous travaillerez sur l'esthétique du théâtre, le prof vous parlera de ce rejet de la séparation des genres. Car tantôt, n'oubliez pas, en seconde, le professeur avait étudié le théâtre à travers deux sous-genres, la tragédie et la comédie. La tragédie, on peut dire où il y a les larmes, la comédie où il y a le rire. Alors les romantiques vont dire que la vie est un ensemble de rires et de pleurs, de bonheur et de malheur. Donc pourquoi le théâtre qui se veut une représentation sur scène de la vie, donc un miroir de la vie, va séparer ce que la vie a lié. Donc les romantiques vont rejeter cette séparation théâtrale des genres théâtraux pour faire une fusion.
Donc, si on vous dit, qu'est-ce que c'est que le drame romantique? Bah, répondez, c'est le théâtre fait par les romantiques et qui a été théorisé par Victor Hugo dans sa célèbre préface de Cromwell et qui défend l'idée du mélange des genres. C'est-à-dire qu'il intègre la tragédie et la comédie pour en faire un genre hybride qu'on appelle le drame romantique. Donc, le drame romantique, c'est le mélange, c'est un théâtre qui prône le mélange, qui rejette la séparation des genres. Donc, voilà le romantisme. Donc, avec les plus grands écrivains de cette époque, le 19e siècle est pertinent dans l'histoire de la littérature française. C'est véritablement le siècle des grands écrivains. Victor Hugo, au niveau du romantisme, Lamartine, Musset, Vigny, Chateaubriand, tous ces gens vont donner véritablement aux lettres françaises son apogée, pour parler comme mon collègue qui parle de révolution industrielle, celui qui fait histoire géo. Voilà, on parlera véritablement d'un siècle de la littérature. Et je disais que le romantisme en tant que courant, même, verra des réactions en son sein. Des écrivains vont dire que, ouais, cette tendance à l'extrême sensibilité à voir le monde à travers soi-même, véritablement doit cesser. Le moi-même devrait disparaître au service d'une analyse beaucoup plus lucide et claire de la réalité. Ah, le mot est lâché. J'ai dit réalité. Alors, des écrivains vont parler pour défendre la réalité. Il faut que les écrivains soient des témoins fidèles de leur époque en rendant compte de ce qu'ils voient. Ces gens qui défendent cette idée d'une certaine fidélité par rapport à la contemporanéité vont créer un courant qu'ils vont appeler le réalisme. Dans le mot réalisme, vous avez le mot réel qui est synonyme de vrai. Et ce réalisme, lui, il sera exclusivement un courant qui va s'exprimer à travers le genre romanesque. C'est le roman. Et vous le verrez, votre professeur fera des œuvres comme le Père Goriot, comme Honoré de Balzac, ou encore Madame Bovary de Gustave Flaubert. Bref, la classe de première est axée sur l'étude du roman, même en littérature africaine. Ce sera l'occasion de faire des romans de la seconde période, notamment Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Ce n'est pas compliqué, les gars. De tous les genres, le roman est celui qui est le plus accessible. Écrit en prose, il met en scène des personnages, raconte une histoire et obéit à une logique narrative avec un début et une fin. Le schéma narratif, vous avez connu depuis le collège, situation initiale, éléments perturbateurs, dynamique des actions, etc. les gars, ça, vous le connaissez. Donc, je disais que du 19e siècle, après cette réaction réaliste, il y aura une autre réaction même qui va demander la systématisation scientifique du réalisme pour aboutir au naturalisme. Donc, les gars, si on vous dit qu'est-ce que c'est que le naturalisme, ne soyez pas compliqués. Dites tout simplement, c'est un réalisme qui se veut scientifique. Et ce courant sera défendu par de grands écrivains comme Émile Zola, l'auteur du célèbre Germinal. Et même aussi, le réalisme ne sait s'exprimer qu'à travers le roman. Et par ailleurs aussi, on verra aussi une autre réaction qu'on appellera la réaction parnassienne. C'est des gens qui s'opposent un tout petit peu à l'excès de réalisme et à cette quête d'utilité de la littérature. C'est un courant aussi qui s'est défini surtout à travers la poésie, avec un autre courant qui est le symbolisme. Donc les gars, vous remarquez que véritablement, ces courants sont des réactions issues de la source qu'est le romantisme. Dans le mot symbolisme, vous avez le mot symbole. Un symbole, c'est un signe qui renvoie à une autre réalité. Par exemple, si vous voyez devant une boutique, par exemple, ce signe, je dessine mal, vous n'allez pas entrer pour demander un sandwich, mais peut-être vous allez demander, déposer votre ordonnance. Ça symbolise sommairement une pharmacie. Voilà. Donc, un symbole, c'est un signe qui renvoie à une autre réalité. Donc, les symbolismes posent le postulat comme quoi toute chose ici-bas est le symbole d'une autre chose. Et le poète, grâce à sa saisie des correspondances, doit parvenir à nous suggérer à travers sa poésie le véritable sens caché de tout. Ce courant est défendu par des poètes dont le plus célèbre est Charles Baudelaire, l'auteur des Fleurs du Mal. Ok les gars, rien n'est compliqué. Et là, on est en plein contemporanéité. On va vers le XXe siècle. Et le XXe siècle sera l'occasion pour le professeur de vous intégrer le courant du surréalisme, qui n'est qu'une continuation du courant du symbolisme. Voilà, très contemporain. Mais maintenant,
Ce qui est pertinent, c'est quand on arrive en terminale. La classe de terminale est une classe dont les cours de français s'appellent esthétique des genres littéraires. Esthétique des genres littéraires. Or, nous avons vu que de la seconde à la première, nous avons vu la poésie, nous avons vu le théâtre, nous avons vu le roman, nous avons vu le conte en littérature africaine avec les nouveaux contes d'Amadou Koumba, nous avons vu la nouvelle, nous avons même vu les fables. Mais la terminale ne retient que 3 genres. La poésie, le roman et le théâtre. Et donc, il suffira pour vous, en terminale, de comprendre les critères formels. Quand on dit esthétique en français, avec le mot, pas l'adjectif, esthétique des genres littéraires, ça signifie l'ensemble des critères formels discriminants propres à un genre et qui permettent de le distinguer d'un autre genre. C'est très facile. Donc, la littérature est un mot qui est générique. Et à l'intérieur de la littérature, il y a des genres. Et chaque genre présente des critères formels qui permettent de le reconnaître, de le distinguer et le différencier des autres. Le sport est un terme générique et à l'intérieur du sport, vous avez beaucoup de genres sportifs. Celui que Sadio Mané fait s'appelle football, celui que Balla Gaye fait s'appelle lutte et celui que Michael Jordan fait s'appelle basket. Et chaque genre a une terminologie qui lui est propre. Quand on dit par exemple rebond, lancer franc, premier carton, basket. Hors-jeu, tacle, corner, on est au football. C'est la même chose. On va parler de prose, de récits, de chapitres, de narration, de prose, on va parler de quoi encore? De personnages, on est dans le roman. On va parler de strophes, de rimes, d'hémistiches, voilà, de métaphores, on est en poésie. On va parler d'actes, de scènes, de tirades, de didascalies, on est en théâtre. Ce n'est pas compliqué, les gars. Et éventuellement, les problématiques à travers lesquelles vous allez être interpellés lors du bac, c'est des problématiques liées aux fonctions qui seront l'objet de notre prochain cours. J'espère que l'exposé a été très sommaire, mais au moins ça a permis une petite révision qui a permis de bien cadrer les cours de terminale. Faudrait pas que quelqu'un se perde, c'est très facile. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça avait avancé et ça a abouti. Et nous sommes les héritiers de ce long processus de l'humanité, car nous aussi, nous sommes humains et nous rendrons le témoin aux générations qui vont venir. On continuera la prochaine fois, les gars. OK? Je vous remercie.